Je me souviens encore de ma première rencontre avec les taurennes, notamment de la voix grave et du visage impassible de Cairn Sabot de Sang. Je me rappelle m'être assis dans une tente qui pouvait être montée ou démontée en quelques minutes à peine et dans laquelle je me sentis curieusement comme chez moi. Nous fumâmes la pipe, partageâmes le pain et l'eau, ressentîmes le son des tambours jusque dans la moelle de nos os, et bavardâmes, tout simplement. Les taurennes me parurent bestiaux dans un premier temps, mais ils n'étaient pas dénués de sagesse et d'humour, si bien qu'une fois la première phase des négociations menée, je sus que les orques venaient de trouver un allié rare en ces êtres taurennes. La nuit était tombée tandis que nous parlions, une nuit douce qui convenait parfaitement à cette belle contrée. Nous quittâmes la tente et levâmes les yeux vers la multitude d'étoiles cependant qu'une légère brise nous caressait le visage. Je me tournai alors vers Drektar, dans l'espoir de profiter de son infinie sagesse, et à ma grande surprise, vis sur ses joues des larmes scintillant au clair de lune. « Nous étions jadis ainsi, chef !» dit-il d'une voix brisée. Il leva les bras en penchant la tête en arrière, comme pour inviter le vent à venir l'effleurer et sécher les larmes qui couvraient son visage à la peau verte. « Proche de la terre, reprit-il, proche des esprits. Habiles chasseurs et parents aimants, nous savions que nous occupions notre juste place dans le monde. Nous comprenions l'équilibre qui existe entre prendre et donner. La seule magie que les taurennes pratiquent est la bonne et pure magie de la terre, et cette contrée en est le reflet, de même que Draenor reflétait autrefois le lien que nous entretenions avec elle. Je pensais de mon côté à la demande des taurennes, qui avaient besoin de notre aide pour combattre leur ennemi, les immondes centaures. « Oui, j'ai de la sympathie pour eux. J'aimerais que nous puissions les aider, dis-je. » Drektar éclata de rire, et se tourna vers moi comme s'il me voyait plus nettement que quiconque doué de vue. « Mon jeune Thrall, fit-il en gloussant, tu ne comprends donc pas. Ce sont eux qui vont nous aider. » Pieds nus, Durotan courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Haletant et couvert de sueur, le jeune homme à la peau brune était bien décidé à ne pas abandonner en cette belle journée d'été. L'herbe était grasse et douce, et il lui arrivait de marcher sur des fleurs de dassan au violet si caractéristiques. Le parfum de la plante écrasée traditionnellement, cultivée pour ses propriétés curatives, lui montait aux narines et le poussait à courir toujours plus loin, toujours plus vite. Il venait de franchir la lisière de la forêt de Terokar et s'enfonçait maintenant dans ses froides entrailles verdoyantes. Il devait se méfier des racines entortillées des magnifiques arbres et prit ainsi la décision de ralentir l'allure. De douces lueurs apparaissaient au cœur de la forêt et le sentiment de sérénité que dégageaient les lieux avec le besoin pressant de triomphe de l'orque. Il augmenta à nouveau l'allure, sauta par-dessus un tronc mort couvert de mousse et plongea sous les branches basses avec la grâce d'un talbouc. Ses longs cheveux noirs lui couvraient habituellement les omoplates et avaient maintenant des airs de crinière. Ses poumons le brûlaient et ses jambes l'imploraient de bien vouloir s'arrêter. Mais il serrait les dents et ignorait les cris de protection de son corps. Il était un loup de givre, l'héritier d'un chef de clan, et aucun roche noir ne pouvait raisonnablement. Durotan entendit comme un cri de guerre non loin derrière lui, et son cœur fit un bond. Tout comme la sienne, la voix d'Orgrim n'avait pas encore le timbre d'un adulte, mais il n'en fut pas moins impressionné. Il demanda un ultime effort à ses jambes, qui se révélèrent cependant aussi lourdes que du plomb. Atterré, il aperçut Orgrim surgir, et dans un dernier effort, le dépasser. L'orque roche-noir tendit le bras en donnant un dernier coup de rein et toucha le premier le tronc de la clairière qu'il s'était fixé pour objectif. Incapable de s'arrêter, Orgrim fit même quelques pas de plus, mais Durotan n'eut pas le même problème car il tomba brutalement en avant en ayant à peine le temps d'amortir sa chute. Il termina sa course face contre terre, le visage couvert de mousse et respirant à grand-peine. En se disant qu'il devait se relever, défier à nouveau Orgrim, mais la réalité le rattrapa bien vite. Il était exténué et ne put que rester allongé là pour récupérer. Près de lui, il entendait Orgrim faire de même. Puis l'autre orque roula sur le dos et se mit à rire. Durotan l'imita rapidement et les oiseaux et petits animaux de la forêt se turent. Cependant que les deux orques exprimaient leur joie, une joie qui, aux yeux du jeune orque aux courtes défenses, évoquait d'une certaine façon les cris de guerre qui précèdent habituellement le début de la chasse. « Ah !» grogna Orgrim qui se redressa avant de taper gentiment Durotan dans le dos. « Il est bien facile de battre un gamin comme toi. »« Tu as tellement de muscles que tu en as le cerveau tout sec, » répliqua Durotan. « L'adresse a autant d'importance que la force, mais ce n'est pas le genre de choses qu'apprend le clan Roche-Noire.
Il ne fallait voir aucune malice derrière leur raillerie. Au début, leurs clans respectifs étaient restés très dubitatifs au sujet de cette amitié entre les deux adolescents. Mais les arguments de Durotan avaient fait mouche et impressionné les chefs des deux camps. Selon le jeune homme, ce n'était pas parce qu'une chose n'était jamais arrivée qu'elle était forcément impossible. Fort heureusement, les clans Loup de Givre et Roche Noire regroupaient des orques d'humeur égale. Si Durotan avait osé tendre la main à un membre des clans Chanteguerre ou Mâche-les-Eaux, cette étincelle d'amitié aurait vite été mouchée par l'orgueil et la défiance. Les anciens décidèrent donc d'observer leur petit jeu, persuadés que chaque adolescent allait rapidement revenir à sa place et respecter l'ordre établi depuis la nuit des temps. Grande fut leur déception. Les dernières gelées de l'hiver laissèrent place au printemps, puis à un été chaud, mais leur amitié perdura. Durotan se savait observé. Mais tant que nul ne se mêlait de ses affaires, il s'en moquait bien. Durotan ferma les yeux et passa ses doigts sur la mousse. Les chamans prétendaient que chaque chose était douée de vie et de pouvoir, investie d'un esprit. Ils étaient étroitement liés aux esprits des éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, ainsi qu'à l'esprit de la nature. Ils affirmaient même ressentir l'énergie vitale de la terre et des pierres. Mais Durotan, quant à lui, ne sentait que la mousse et le sol humide sous ses mains. La terre frémit et il rouvrit les yeux d'un coup. Il se redressa d'un mouvement sec en se saisissant instinctivement du gourdin clouté dont il ne se séparait jamais. Orgrim privilégiait quant à lui un lourd marteau de métal et de bois, l'arme traditionnelle des Roches Noires, une version simplifiée du légendaire marteau qui lui reviendrait un jour. Les deux garçons échangèrent des regards surpris et n'eurent pas besoin de se parler. L'origine de cette secousse était-elle due à un énorme sabot fourchu au pelage hirsute, qui offrirait de splendides couvertures et de la viande bien juteuse pour l'ensemble du clan, ou fallait-il s'inquiéter? D'ailleurs, que trouvait-on dans la forêt de Terrocar? Après tout, c'était la deuxième fois seulement qu'ils y mettaient les pieds. Les deux adolescents se relevèrent, tel un seul homme, examinant les arbres de leurs petits yeux sombres pour tenter de comprendre ce qui avait pu faire ce bruit. Boum! La terre trembla de nouveau, et le cœur de Durotan se mit à battre la chamade. S'il s'agissait d'un petit sabot fourchu, peut-être allait-il pouvoir le tuer à deux et partager leur butin entre leurs clans. Il se tourna vers Orgrim et vit ses yeux briller d'excitation. Boum, boum, crac! Les jeunes orques sursautèrent et reculèrent tandis que le bruit se faisait plus pressant. Un vieil arbre situé à quelques mètres à peine se fendit en deux devant leurs yeux ébahis, puis la chose qui venait de s'en défaire tel un simple fétu de paille apparut enfin. Le monstre était énorme, portait une massue de la taille d'un jeune orc, et il ne s'agissait assurément pas d'un sabot fourchu. Et il les avait repérés. Il ouvrit sa gueule et mugit des sons désarticulés, mais Durotan ne comptait de toute façon pas traîner pour comprendre ce qu'il venait d'hurler. Dans un même élan, les deux garçons firent volte-face et reprirent leur course. Durotan regrettait maintenant cette course idiote qui les avait menés ici, car ses jambes lui faisaient encore mal, même si elles lui obéissaient sans doute poussées par l'énergie du désespoir. Comment avait-il fait pour se retrouver sur les territoires d'un ogre? Et où donc se trouvaient les Grons? Durotan imagina alors l'un des maîtres des ogres se frayer lui aussi un chemin parmi les arbres, dominant de loin ces sous-fifres qui eux-mêmes en imposaient beaucoup plus que les orques. Une créature hideuse de terre plus que de chair, une véritable aberration de la nature dévisageant les deux adolescents de son œil injecté de sang et dirigeant l'ogre vers eux. Les jeunes orques n'étaient même pas entrés dans la saison censée faire d'eux des adultes, un statut qui leur permettrait par la suite de partir à la chasse avec les guerriers des clans pour traquer les ogres, et plus rarement les Grons en personne. Ils avaient participé à des parties de chasse bien moins risquées et abattu des proies faciles. Mais Durotan attendait depuis toujours de se mesurer à ces redoutables créatures, afin que l'honneur en rejaillisse sur son clan et lui-même. Maintenant, il n'en était plus aussi sûr. La terre tremblait toujours, et les cris de l'ogre se faisaient de plus en plus distincts. « Écrasez, petits orques, moi écrabouillé !» Le beuglement qui suivit cette véritable déclaration de guerre faillit leur faire éclater les tympans. La chose gagnait du terrain. Malgré les ordres insistants de son cerveau qui commandait à ses jambes de forcer l'allure coûte que coûte, Durotan n'arrivait pas à distancer le monstre dont l'ombre cachait presque le peu de lumière filtrant entre les branches. La densité de végétaux diminua, et la lumière se fit plus vive, signe qu'il se rapprochait de la lisière de la forêt. Durotan ne songea pas une seconde à s'arrêter, et se retrouva soudain dans l'herbe grasse de la prairie, Orgrim à quelques mètres devant lui. Le désespoir le submergea alors, immédiatement suivi par une vague de colère. Il n'était pas encore adulte.
Il n'était jamais vraiment parti à la chasse, n'avait pas dansé autour du feu avec les femmes, n'avait pas couvert leur visage du sang fumant de leur première proie. Il leur restait tant à faire. Périr d'une mort glorieuse au combat était une chose, mais se faire démolir par cette chose hideuse rendrait leur mort plus comique qu'honorable. Ne pouvant y résister tout en sachant que cela allait lui coûter de précieuses secondes, Durotan tourna la tête pour cracher un juron bien senti à l'adresse de l'ogre avant qu'il ne l'écrase de son gourdin comme une galette. Ce qu'il vit le laissa toutefois bouche bée. Leurs sauveurs ne firent pas un bruit. Ils se déplaçaient dans le plus grand silence, telle une vague bleue, blanche et argentée qui parut sortir de nulle part. Durotan entendit le sifflement familier des flèches, suivi une fraction de seconde plus tard des cris de colère et de douleur de l'ogre. Des dizaines de flèches couvraient maintenant la masse pâle du monstre, hurlant tandis qu'il tentait de se défaire des traits qui lui irritaient la peau. Une voix très nette retentit. Bien qu'il n'en comprît pas la langue, Durotan reconnut des mots de pouvoir, et il en eut la chair de poule. Des éclairs zébrèrent le ciel, mais il ne s'agissait pas de la foudre que les chamans avaient déjà produite devant lui. Une énergie bleue, blanche et argentée se mit à crépiter tout autour de l'ogre, tourbillonnant et se refermant sur lui comme un filet. Le monstre beugla une nouvelle fois et tomba en provoquant une dernière secousse. Couvert d'une sorte de revêtement en métal, reflétant les teintes froides de l'énergie qui éblouissait encore Durotan, les Draenei mirent pied à terre et s'abattirent sur l'ogre immobilisé. Des épées furent tirées, de nouveaux mots de pouvoir se firent entendre, et Durotan dut fermer les yeux pour ne pas perdre la raison devant le spectacle. Une fois le silence retombé, il ouvrit les yeux et constata que l'ogre était mort, les yeux grands ouverts, la langue pendant entre ses grosses lèvres fendues, le corps couvert de plaies et de traces de brûlures. Le silence était tel que Durotan entendait son souffle irrégulier et celui d'Orgrim. Les deux orques se regardaient, stupéfiés par ce dont ils venaient d'être les témoins. Bien évidemment, ils avaient déjà vu les Draenei, mais de loin seulement. Ces créatures venaient de temps en temps à la rencontre des clans pour échanger leurs outils, leurs armes et leurs sculptures finement travaillées contre des peaux épaisses, des couvertures de laine et des matières premières. Cela créait toujours de l'agitation parmi les clans, mais les transactions ne duraient que quelques heures. D'une voix douce et d'une beauté saisissante, les Draenei à la peau bleue ne donnaient guère envie de s'en faire des amis, et aucun chef de clan ne leur avait offert l'hospitalité. Leur relation était donc cordiale et distante, ce qui semblait finalement convenir à tout le monde. Le chef du groupe, arrivé à l'improviste, se dirigea vers Durotan, qui, de là où il se trouvait, remarqua un détail auquel il n'avait encore jamais fait attention. Leurs jambes n'étaient pas droites, mais incurvées d'une manière un peu saugrenue, comme les pattes d'un talbouk. Par ailleurs, elles s'achevaient par des sabots fourchus couverts de métal. Et puis, il y avait cette grosse queue imberbe qu'ils agitaient sans cesse. Le Draenei se pencha enfin vers lui et lui tendit une impressionnante main bleue. Durotan cligna des yeux, en s'attardant sur la forme inattendue des pieds de son interlocuteur et sa queue reptilienne. Puis il se releva tout seul. Il se surprit alors à contempler un visage couvert d'étranges plaques, comme une armure qui y aurait poussé naturellement. Sa chevelure noire et sa barbe dissimulaient en partie un tabard coloré, et ses yeux perçants avaient la couleur d'un lac gelé. « M'es-tu blessé ?» demanda le chef Draenei dans un orque hésitant, sa langue ayant du mal à articuler les syllabes gutturales. « Dans mon amour-propre seulement !» entendit-il Orgrim marmonner dans son dialecte de clan. Lui non plus n'en croyait pas ses yeux. Les Draenei leur avaient sauvé la vie, et il leur en était bien évidemment reconnaissant. Mais ils avaient vu les deux fiers jeunes orques fuir devant le danger. Certes, un danger bien réel, puisqu'un simple coup de cette gigantesque massue aurait suffi pour les réduire en bouillie, mais quand même. Le Draenei avait-il entendu ou compris Orgrim ? Toujours est-il que Durotan crut voir une esquisse de sourire se dessiner sur ses lèvres. Le Draenei leva alors les yeux vers le ciel, et à son grand désarroi, Durotan réalisa que le soleil descendait déjà sur l'horizon. « Vous êtes bien loin de chez vous, et le soleil ne va pas tarder à se coucher. À quel clan appartenez-vous ?»« Je suis Durotan, du clan Loup de Givre, et voici Orgrim, du clan Roche Noire. » Le Draenei parut surpris. « Vous n'êtes pas du même clan. Vous étiez-vous lancé un défi pour vous éloigner à ce point de chez vous ?» Durotan et Orgrim échangèrent un regard. « Oui et non, » répondit Durotan. « Nous sommes amis. » Cette fois-ci, le Draenei écarquilla les yeux. « Des amis, issus de deux clans différents. »« Oui, » fit Orgrim en acquiesçant de la tête. « Ce n'est pas habituel, mais rien ne l'interdit, » ajouta-t-il sur la défensive.
Le Draenei opina du chef, mais paraissait toujours aussi surpris. Il les dévisagea pendant un instant, puis se tourna vers 2 de ses compagnons et leur murmura quelque chose dans sa langue natale. Durotan la trouva particulièrement mélodieuse, semblable au son d'un ruisseau serpentant entre les pierres ou au chant d'un oiseau. Ses 2 interlocuteurs l'écoutèrent avec attention avant d'acquiescer. Le premier décrocha une outre de sa ceinture, but à grosses gorgées, puis se mit à cavaler avec une démarche de Talbuk en direction du sud-ouest et des terres du clan Loup de Givre. Le second prit quant à lui la direction de l'est et des terres du clan Roche-Noire. Le Draenei qui leur avait adressé la parole se tourna à nouveau vers eux. « Ils feront savoir à vos familles que vous allez bien. Vous rentrerez chez vous demain, mais je suis heureux de vous offrir l'hospitalité de Draenei pour ce soir. Je m'appelle Restalan et je suis le chef des gardes de Termor, la ville avec laquelle vos clans commercent régulièrement. Je dois vous avouer que je me souviens pas de vous. Mais il faut bien admettre que les jeunes orques se montrent un peu méfiants lorsque nous venons sur vos terres. » Orgrim se rebiffa aussitôt. « Je n'ai peur de rien ni personne. Tu as pourtant pris la fuite face à l'ogre, » répondit Restalan avec un petit sourire. Le visage brun d'Orgrim s'assombrit et ses yeux se mirent à briller de colère, tandis que Durotan baissa légèrement la tête. Comme il le craignait, Restalan et les autres avaient été les témoins de leur déshonneur et les railleries ne faisaient sans doute que commencer. « Mais cela prouve votre sagesse !» poursuivit calmement le Draenei, comme s'il n'avait même pas remarqué l'effet qu'avaient ces paroles sur les 2 adolescents. « Si vous n'aviez pas fui, ce n'est pas 2 jeunes orques en pleine forme que nous ramènerions demain à vos familles, mais 2 cadavres mutilés. Il n'y a pas de honte à avoir peur, Orgrim et Durotan. Il ne faut simplement pas la laisser vous empêcher de prendre les bonnes décisions. Et dans votre cas, courir était la meilleure chose à faire. Un jour nous serons forts et grands, fit Durotan en relevant le menton. Et ce sont les ogres qui nous craindront. Restalan lui adressa un regard doux, et à la surprise de l'orque, acquiesça. Je suis complètement d'accord. Les orques sont de redoutables chasseurs. Orgrim plissa les yeux, s'attendant à voir venir un quelconque sarcasme, mais il n'y en eut pas. « Venez !» reprit Restalan. « La forêt de Terokar réserve la nuit des dangers que les Galles de Termor eux-mêmes préfèrent éviter. Mettons-nous en route !» Bien qu'éreinté, Durotan trouva la force de suivre le rythme. Il ne tenait pas à être couvert de honte 2 fois dans la même journée. Ils coururent pendant quelque temps, et le soleil finit par disparaître après avoir livré un dernier feu d'artifice de teinte rouge, or et pourpre. De temps à autre, il jetait un œil alentour sans vouloir être grossier, mais la curiosité l'emportait et son regard était inexorablement attiré par ces étrangers situés à quelques mètres à peine de lui. Il s'attendait continuellement à voir les premiers signes d'une ville, des routes naturellement creusées par les voyageurs, des âtres illuminant un chemin, les silhouettes de bâtiments se découpant contre le ciel sombre. Mais rien de tout cela n'apparut, et il commença à prendre peur. Et si les Draenei ne comptaient finalement pas les aider? Rien ne les empêchait de les enfermer et d'exiger une rançon en échange de leur libération, à moins qu'ils ne leur réservent un sort bien plus terrible, qu'ils ne décident de les offrir en sacrifice à un dieu infernal, ou encore « Nous y sommes !» fit Restalan. Le Draenei mit pied à terre et s'agenouilla au sol avant de balayer de la main les feuilles et les aiguilles de pin. Ils étaient toujours au beau milieu de la forêt, sans la moindre route ou ville en vue, et les 2 orques réunirent leur courage. Certes, ils se trouvaient en infériorité numérique, mais il était hors de question de mourir sans combattre. Toujours agenouillé sur le tapis d'aiguilles de pin, Restalan dégagea un beau cristal vert soigneusement caché sous les déchets naturels de la forêt. Fasciné par cette merveille, Durotan ne parvenait plus à la quitter des yeux. Le cristal tiendrait dans sa main, et il avait une envie folle de s'en emparer, de le caresser, de sentir l'étrange objet palpiter contre sa peau. D'une façon ou d'une autre, il sentait bien qu'il dégageait une sérénité comme il n'en avait jamais connue. Restalan prononça alors une suite de syllabes qui resta gravée dans la mémoire de Durotan. « Kellamen Samir, Sola ila Makal » La forêt se mit à miroiter, comme si elle n'était que le reflet d'un lac à l'onde immobile dans laquelle on venait de jeter une pierre. Durotan octa malgré lui, et l'effet se poursuivit jusqu'à ce que la forêt disparaisse et laisse place à une large route pavée qui montait à flanc de montagne en un lieu que les jeunes orques n'auraient jamais pu imaginer. « Nous sommes au cœur du pays des ogres, mais ce n'était pas encore le cas lorsque cette cité fut bâtie, » dit Restalan en se relevant. « Si les ogres ne peuvent pas nous voir, ils ne peuvent pas nous attaquer. » Mais comment est-ce possible ?» demanda Durotan qui retrouva sa langue. « Une simple illusion, rien de plus. Une sorte de jeu de lumière.
La façon dont il le dit donna la chair de poule au jeune orc. Voyant l'air ahuri de son interlocuteur, Restalan poursuivit. « On ne peut pas toujours faire confiance à ses yeux. Nous croyons que ce que nous voyons est réel, que la lumière révèle toujours ce qui est de la même façon. Mais la lumière comme l'ombre sont manipulables par ceux qui les comprennent. En prononçant ces paroles et en touchant le cristal, j'ai modifié la façon dont la lumière frappe les pierres, les arbres et le relief dans son ensemble. Tes yeux distinguent donc quelque chose d'entièrement différent de ce que tu croyais être là. » Durotan était parfaitement conscient de l'air bête qu'il arborait, et Restalan gloussa presque imperceptiblement. « Continuons, mes amis. Suivez-moi jusqu'à un lieu qu'aucun des vôtres n'a jamais vu. Suivez-moi jusqu'à ma demeure.